de rencontres journalistiques avec la sortie du film de Moshe Mizrahi, Oui. Cher Inconnu. Comment allez-vous? Ça pourrait être la première. Elle apparaît dans nos mémoires, avec ses cheveux devenus argent, une cigarette au bout des doigts et ce regard qui semblait contenir à la fois toutes les blessures et toutes les victoires d'une vie. Simone Signoret. C'était plus qu'une actrice, une conscience, une femme engagée, une présence, qui imposait le respect dès qu'elle entrait dans le champ de la caméra. Née en 1921, elle aura traversé plus d'un demi-siècle de cinéma, incarnant aussi bien la passion que la révolte, la fragilité que la force. On se souvient d'elle dans Casque d'or, où son visage illuminait chaque plan comme une peinture vivante, ou encore dans Les Diaboliques, où sa froide intensité glaçait l'écran. Elle fut la première actrice française à obtenir un Oscar grâce à son rôle bouleversant dans Room at the Top, et plus tard, elle remporta le César pour La vie devant soi. Ces récompenses ne sont pourtant que des symboles. Ce qui comptait chez Signoret, c'était la vérité, la sincérité, cette quête de donner chair aux destins ordinaires comme aux passions tragiques. Sa vie privée ne fut jamais séparée de son art. Aux côtés d'Yves Montand, elle forma un couple mythique entre amour, engagement politique et combat pour la justice sociale. Dans ses mémoires, elle disait n'avoir jamais eu peur d'être vieillissante tant qu'elle pouvait rester fidèle à elle-même. C'est peut-être cette lucidité, ce refus du mensonge qui la rendent encore aujourd'hui si proche de nous. Mais derrière la star internationale, il y avait aussi une femme d'admiration. Signoret n'était pas seulement une figure admirée elle-même, portait dans son cœur des modèles des artistes qui l'ont guidée, inspirée, façonnée. À 64 ans, avec la franchise qu'on lui connaissait, elle confiait les noms de ceux et celles qu'elle respectait le plus, ceux dont l'ombre bienveillante l'avait accompagnée tout au long de sa route. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette confession intime, les 6 artistes que Simone Signoret admirait le plus. Avant que Simone Signoret ne devienne elle-même une figure incontournable du cinéma français, elle regardait vers une étoile qui illuminait déjà les écrans Arletty. Née Léonie Battia. Cette actrice à la gouaille parisienne incarna dès les années 30 un modèle d'indépendance et de liberté. Pour la jeune Simone encore hésitante dans ses débuts, Arletty représentait plus qu'une vedette, elle était la preuve éclatante qu'une femme pouvait imposer sa personnalité sans jamais se plier aux conventions. Le souvenir de Hôtel du Nord marqua profondément Signoret. Dans ce film, Arletty lançait son fameux « Atmosphère, atmosphère » avec une désinvolture qui fit entrer cette réplique dans l'histoire. Pour Simone, ce n'était pas seulement une phrase culte, c'était une leçon de présence. Arletty démontrait qu'une actrice n'avait pas besoin de se travestir pour séduire. Sa singularité devenait sa force. Son accent populaire, son port altier, cette façon de regarder la caméra comme on défie le monde, tout cela, inspira Signoret qui comprit qu'elle aussi pouvait trouver sa place en restant fidèle à elle-même. Lorsque leurs chemins se croisèrent à Paris, Simone eut l'impression de rencontrer une légende vivante. Elle découvrit une femme chaleureuse, pleine d'esprit, dotée d'un humour tranchant qui brisait la glace. L'admiration de loin se transforma alors en respect intime. Arletty n'était pas seulement un mythe intouchable, elle était une artiste généreuse, consciente de ce que sa trajectoire pouvait offrir aux générations suivantes. Ce qui fascinait le plus Signoret, c'était la dignité d'Arletty face aux tempêtes de l'histoire. Même lorsque sa vie privée suscita des polémiques, elle resta droite dans ses choix, refusant de se laisser dicter son identité. Cette obstination, Simone la comprenait et la valorisait elle-même, allait connaître les jugements, les critiques, et elle savait combien il était vital de ne pas renoncer à sa vérité. Dans ses écrits, Signoret évoqua Arletty comme une attitude plutôt qu'une technique de jeu. Elle admirait cette capacité à incarner la liberté, à affirmer une personnalité entière devant le public. Sans Arletty, Simone n'aurait peut-être pas osé imposer sa propre gravité à l'écran ni revendiquer le droit de vieillir sans tricher avec son image. Ainsi, au moment de dresser la liste des artistes qui l'avaient façonné, Signoret plaça Arletty en bonne place. Non pas par politesse, mais par conviction, elle lui devait cette audace de ne jamais baisser les yeux, de marcher dans le métier avec fierté.
Et quand elle parlait d'elle, sa voix se teintait d'une émotion particulière. Arletty m'a appris qu'il fallait être entière, ou ne pas être du tout. Si Simone Signoret portait dans son cœur Arletty comme une sœur aînée du cinéma français, son regard se tournait aussi vers une figure venue d'ailleurs à la fois lointaine et proche par l'esprit Marlène Dietrich. La star allemande devenue icône hollywoodienne incarnait pour Simone cette alliance rare entre mystère et force. La première fois que Signoret la vit à l'écran, ce fut une révélation. Dans L'Ange bleu, Dietrich imposait une aura troublante, séductrice, mais jamais prisonnière du regard masculin. Elle dominait la scène inversant les rôles, faisant de sa voix rauque et de ses gestes mesurés des armes de pouvoir. Pour la jeune actrice française, cette image bouleversa l'idée qu'elle se faisait de la féminité au cinéma. Dietrich prouvait qu'une femme pouvait être à la fois objet de désir et sujet de sa propre destinée. Avec le temps, Simone découvrit la femme derrière la star. Elle lut ses prises de position, observa son indépendance. Dietrich refusa de se plier aux conventions hollywoodiennes, choisit ses rôles avec soin, s'exila lorsque l'histoire l'exigea. Pendant la guerre, elle s'engagea aux côtés des Alliés, donnant de sa voix et de son énergie pour soutenir les soldats. Cette attitude courageuse résonna chez Signoret, elle, qui plus tard n'hésiterait pas à s'engager politiquement aux côtés de Montand. Ce qui fascinait le plus Simone, c'était la capacité de Dietrich à construire une légende tout en restant fidèle à son identité. Derrière les robes lamées, les plumes et les projecteurs, il y avait une femme farouchement libre qui refusait de n'être qu'un symbole décoratif. Cette dualité, star et militante diva et combattante, trouva un écho profond chez Signoret elle-même, partagé entre l'image de la vedette et la voix de la citoyenne engagée. Il y avait aussi dans Dietrich un rapport au temps qui impressionnait Simone. Loin de céder à l'obsession de la jeunesse éternelle, elle sut transformer son âge en atout, acceptant de jouer des rôles de femme mûre, d'exploiter sa voix cassée, d'assumer ses rides comme autant de marques de vérité. Pour Signoret, qui revendiquait le droit de vieillir à l'écran, cette démarche était exemplaire. Elle voyait en Dietrich une complice lointaine, une alliée invisible dans le combat pour l'authenticité. Lorsqu'elle évoquait ses admirations, Simone parlait de Dietrich avec une intensité rare. Elle y voyait une pionnière, une femme, qui avait prouvé que l'on pouvait tracer sa route au milieu des jugements, imposer son art, sans jamais renier sa liberté. Pour Signoret, Marlène n'était pas seulement une star de cinéma, c'était une figure de résistance, une femme qui avait osé être entière dans un monde qui préférait les illusions. Et dans un sourire, Simone résumait souvent ainsi son admiration. Dietrich m'a montré qu'une femme pouvait être un empire à elle seule. Dans le panthéon personnel de Simone Signoret, il n'y avait pas que des actrices ou des divas flamboyantes. Un réalisateur occupait une place singulière et son nom reste indissociable de l'âge d'or du cinéma français, Marcel Carné. Maître de la poésie réaliste, auteur d'œuvres telles que Le Quai des Brumes ou Les Enfants du Paradis Carné, avait façonné une manière de raconter la vie qui correspondait intimement à la sensibilité de Signoret. Même si leurs chemins professionnels ne se croisèrent pas directement à de nombreuses reprises, l'influence de Carné fut immense. Simone, spectatrice avant d'être actrice, découvrit dans ses films une esthétique nouvelle des histoires d'amour, brisée par la fatalité des personnages simples mais magnifiée par une mise en scène poétique. C'était la France des rues pavées, des ports embrumés, des amours impossibles, et Simone s'y reconnaissait. Ce qu'elle admirait chez Carné, c'était sa capacité à saisir la vérité humaine derrière la fiction. Ses films ne flattaient pas l'illusion. Ils donnaient une voix aux ouvriers, aux vagabonds, aux rêveurs brisés. Pour une actrice qui allait consacrer sa carrière à incarner la dignité des êtres ordinaires, ce regard était fondateur. Signoret comprit que le cinéma pouvait être à la fois art et témoignage, qu'il pouvait raconter la fragilité humaine avec autant de force que les grandes épopées. La collaboration mythique entre Carné et Jacques Prévert marqua aussi son imaginaire. Elle voyait dans ses dialogues poétiques un contrepoint à la brutalité du réel, une façon de sublimer la douleur par la beauté des mots.
Dans ce mélange d'ombre et de lumière, Simone retrouvait l'essence de son propre jeu, une actrice capable de porter sur ses épaules les contradictions du monde. Ce qui la touchait particulièrement, c'était la fidélité de Carné à ses convictions artistiques. Même lorsque le vent tourna, lorsque le cinéma moderne éclipsa peu à peu son style, il demeura fidèle à son langage. Cette obstination, Simone la respectait. Elle y voyait une leçon de droiture, ne pas courir après les modes, mais rester loyale à ce que l'on croit vrai. Dans les rares échanges qu'elle eut avec lui, elle trouva un homme attentif, passionné, d'une exigence parfois redoutée, mais toujours guidé par l'amour du cinéma. Elle savait que si elle avait tourné sous sa direction, il aurait su capter cette intensité qu'elle portait en elle, ce mélange de tendresse et de gravité qui la définissait. Marcel Carné, pour Signorette, représentait donc plus qu'un réalisateur, il incarnait une certaine idée de la France, celle d'un art populaire mais raffiné, d'un cinéma capable de toucher les foules sans jamais sacrifier la poésie. Dans son panthéon intime, il tenait la place du bâtisseur, de celui qui avait montré que le réalisme pouvait devenir grandeur. Et chaque fois qu'elle parlait de lui, ses mots se faisaient respectueux, presque solennels. Carné m'a appris que le cinéma pouvait être la mémoire des humbles. Dans le cœur de Simone Signoret, il y avait une place pour une figure venue du Nord, dont le regard bleu semblait traverser l'écran et rejoindre directement l'âme des spectateurs, Ingrid Bergman. L'actrice suédoise, devenue l'une des plus grandes stars d'Hollywood puis du cinéma européen, représentait pour Signoret l'exemple éclatant d'un parcours international, à la fois audacieux et profondément humain. La première rencontre avec Bergman-Simone la fit dans l'obscurité d'une salle parisienne devant Casablanca. Elle fut bouleversée par cette présence discrète mais magnétique, cette manière qu'avait Bergman de faire vibrer une émotion avec un simple mouvement de tête, un silence, un regard. À cet instant, Simone comprit qu'il existait un autre langage du cinéma, celui de l'intériorité. Elle qui aspirait à incarner la vérité brute, trouva chez Bergman une sœur en authenticité. Mais ce n'était pas seulement la comédienne qu'elle admirait, c'était aussi la femme. Ingrid Bergman osa briser l'image lisse que Hollywood avait façonnée autour d'elle. Elle s'éprit du réalisateur Roberto Rossellini, quitta l'Amérique pour tourner Stromboli et affronta un scandale médiatique d'une ampleur incroyable. Là où beaucoup auraient été pliés sous le poids des jugements, Bergman resta droite, fidèle à son cœur et à son art. Pour Signoret, cette révolte intime fut un acte de courage. Elle voyait en Bergman l'incarnation de cette liberté que toute femme artiste devrait revendiquer. Dans sa carrière, Bergman passa d'un continent à l'autre, d'une langue à l'autre toujours, avec cette simplicité désarmante. Elle joua sous la direction des plus grands Hitchcock, Rossellini, Cukor, et à chaque fois, elle semblait réinventer l'idée même de vérité à l'écran. Simone admirait cette plasticité, cette faculté à être universelle tout en restant singulière. Elle y voyait une leçon: l'art ne connaît pas de frontières seules, condamnait la sincérité et le talent. Les deux femmes ne se fréquentèrent jamais de près, mais Signoret se sentait proche de Bergman par la pensée. Elle suivait ses choix, ses rôles, ses combats, et s'en nourrissait comme d'un dialogue invisible. Lorsqu'Ingrid revint triompher sur les écrans, après des années d'exil, remportant un nouvel Oscar pour Anastasia, Simone applaudit avec le sentiment d'assister à une revanche de la vérité sur l'hypocrisie. Ce qui touchait profondément Signoret, c'était la manière dont Bergman avait assumé son âge. Elle continua à tourner, à monter sur scène, à briller malgré la maladie, refusant de se laisser effacer par une industrie obsédée par la jeunesse. Pour Simone, qui défendait elle aussi le droit de vieillir sans se travestir, c'était un acte d'une noblesse rare. Ainsi, lorsqu'elle parlait d'Ingrid Bergman, sa voix se faisait douce, respectueuse, admirative. Elle m'a appris qu'une femme pouvait rester elle-même, même au milieu des tempêtes. Si Simone Signoret avait croisé des actrices, des réalisateurs et des légendes internationales qui nourrissaient son imaginaire, il y eut aussi une voix. Une voix qui semblait contenir toute la douleur et toute la ferveur du peuple, une voix qui montait des faubourgs de Paris pour conquérir le monde, Édith Piaf. Pour Signoret, Piaf n'était pas seulement une chanteuse, mais une sœur de destin, une amie parfois compliquée, toujours admirée.
Leur rencontre remonte aux années d'après-guerre dans ce Paris où la nuit vibrait de cabarets et de chansons. Piaf, déjà star consacrée, avait ce magnétisme qui attirait les artistes en quête de vérité. Simone, jeune actrice encore en devenir, fut fascinée par cette petite silhouette fragile, à la fois brisée et indestructible qui, sur scène, devenait colosse. Piaf chantait comme on se confesse, chaque note arrachée au plus profond de son être. Pour Signoret, c'était une révélation, l'art devait venir du cœur où il n'était rien. Leur amitié fut faite de tendresse et de heurts. Piaf avait ses excès, ses colères, ses passions brûlées vives. Mais derrière ces débordements, Simone voyait la sincérité absolue. Elle admirait cette capacité à tout donner au public, même quand le corps ne suivait plus. Piaf ne trichait jamais, elle chantait l'amour comme si sa vie en dépendait, et c'est cela que Signoret respectait par-dessus tout. Les deux femmes partageaient aussi un même courage, celui d'assumer leur âge, leurs cicatrices, leurs blessures, dans un monde qui préfère les apparences lisses. Piaf, le corps miné par la maladie, continuait à se dresser devant les projecteurs et sa voix fêlée mais puissante bouleversait encore les foules. Signoret retrouvait dans cet acharnement la même obstination qui la poussait à jouer des rôles de femmes marquées par la vie loin des héroïnes de papier glacé. Il y avait entre elles une complicité rare. Dans les soirées d'amis, dans les discussions sans fin, Simone voyait chez Piaf une lucidité désarmante. Derrière la légende, il y avait une femme qui connaissait la valeur de chaque instant, qui ne se berçait pas d'illusions. Cette franchise parfois brutale touchait Signoret en plein cœur. Quand Piaf disparut prématurément, Simone en fut bouleversée. Elle perdit une amie, mais elle continua à garder en elle cette leçon de sincérité. Chaque fois qu'elle montait sur un plateau, elle pensait à la petite silhouette noire qui, les bras ouverts, donnait sa vie dans une chanson. Et lorsqu'on lui demandait ce que Piaf avait représenté pour elle, Simone résumait en une phrase simple, presque murmurée : « Elle m'a appris que l'émotion, quand elle est vraie, survit à tout. » Dans la liste des artistes que Simone Signoret admirait le plus, un nom s'imposait avec évidence, presque naturellement, Yves Montand. Il ne fut pas seulement son compagnon, son mari, l'homme de sa vie. Il fut aussi pour elle une source d'admiration inépuisable, un artiste complet dont le parcours accompagna le sien comme une ligne parallèle et indissociable. Leur rencontre au lendemain de la guerre avait tout d'un roman. Montand, jeune chanteur d'origine italienne, déjà remarqué pour sa silhouette élégante et sa voix chaude, apportait avec lui l'insouciance et la fougue de ceux qui veulent conquérir le monde. Simone, actrice montante, portait quant à elle une gravité et une intensité qui impressionnaient. De cette union naquit un couple mythique à la ville, comme à la scène, chacun nourrissant l'autre d'une énergie nouvelle. Ce que Signoret admirait chez Montand, c'était d'abord son charisme naturel. Sur scène, il savait transformer une chanson en spectacle total. Ses gestes, son sourire, son timbre immédiatement reconnaissables faisaient chavirer les foules. Simone, dans l'ombre des coulisses, le regardait avec une fierté mêlée d'étonnement. Elle voyait en lui la preuve vivante que l'art populaire pouvait toucher au sublime, que l'on pouvait émouvoir aussi bien dans une salle de music-hall que sur un écran de cinéma. Mais Montand n'était pas qu'un chanteur. Son talent d'acteur, il le développa au fil de collaborations prestigieuses de Costa Gavras à Alain Resnais. Simone admirait cette capacité à se réinventer, à passer du music hall au plateau de tournage, à élargir sans cesse le champ de son art. Elle qui refusait les rôles faciles voyait en lui la même exigence, ne jamais se contenter, toujours chercher plus haut. Leur admiration réciproque se nourrissait aussi de leurs engagements. Ensemble, ils prirent position, défendirent des causes, voyagèrent dans des pays lointains pour donner leur voix à ceux qui n'en avaient pas. Montand, avec son charisme, apportait la lumière. Simone, avec sa lucidité, gardait le cap. Cette alliance faisait leur force. Et dans le regard qu'elle portait sur lui, il y avait une admiration sincère pour l'homme de conviction qu'il avait su rester malgré les contradictions et les pressions de l'époque. Dans l'intimité, Simone confiait parfois que Montand l'avait aidée à croire davantage en elle-même. Sa confiance, son enthousiasme, sa capacité à charmer le public lui rappelaient sans cesse que l'art pouvait aussi être joie, légèreté, élan vital. Là où elle apportait la profondeur, il insufflait la lumière.
Ce mélange expliquait sans doute la longévité de leur couple malgré les tempêtes. Et lorsqu'elle dressait le bilan de sa vie, il ne faisait aucun doute que Montand occupait la première place de son panthéon intime. Elle l'admirait non seulement comme artiste, mais aussi comme compagnon de route, celui qui avait partagé ses rires, ses combats, ses désillusions et ses triomphes. Dans ces dernières années, elle résumait souvent son sentiment par une formule simple mais chargée d'une intensité rare. « Yves, je l'ai aimé, mais plus encore, je l'ai admiré. » Au soir de sa vie, Simone Signoret portait sur son visage les traces du temps, mais son regard lui demeurait d'une intensité intacte. Derrière la fumée de ses cigarettes, derrière la gravité de ses silences, on devinait encore cette passion ardente pour l'art et pour la vérité. Elle n'avait jamais cherché à plaire à tout prix, ni à lisser son image. Elle avait choisi la sincérité même lorsqu'elle dérangeait. En évoquant Arletty Marlène, Dietrich Marcel, Carnet, Ingrid Bergman, Édith Piaf et Yves Montand, Signoret dressait en réalité le portrait de son propre itinéraire. Chacun de ces noms incarnait une valeur qu'elle avait faite sienne, la liberté insolente d'Arletty, l'indépendance flamboyante de Dietrich, la poésie réaliste de Carnet, la sincérité lumineuse de Bergman, l'émotion brute de Piaf, et enfin, la fidélité vivante de Montand. En les admirant, elle révélait ce qu'elle avait cherché à incarner, une femme entière, une artiste sans compromis, une conscience lucide. Son héritage ne réside pas seulement dans ses films couronnés d'Oscars et de César, mais aussi dans cet art de vivre l'admiration. Dans un monde où la rivalité est souvent mise en avant, elle rappelait qu'un artiste se construit aussi grâce à l'amour et au respect qu'il porte aux autres. Son panthéon intime devient alors un miroir de son âme, un testament silencieux offert aux générations qui suivront. Aujourd'hui encore, lorsqu'on revoit son visage dans la lumière vacillante d'un écran, on entend résonner ces mots simples et profonds: aimer, admirer, rester fidèle à soi-même. Et c'est ainsi que Simone Signoret demeure à jamais une étoile dont la clarté continue d'éclairer notre mémoire.